Bonjour à tous et à toutes. Je propose aux dernières personnes de rejoindre leur fauteuil pour qu'on puisse démarrer donc ce lab. Pendant ce temps-là, ce lab se voulant interactif, je vous invite à vous connecter à Klaxoon. Donc vous voyez le QR code ici. N'hésitez pas. Durant la session, on va vous interroger, vous poser quelques questions pour que vous participiez aussi à cette session. Donc, bienvenue à ce lab organisé par Eureden que nous avons intitulé la RSE, levier de différenciation et de contribution à la performance globale. Un sujet qui s'inscrit pleinement dans la thématique de ce forum économique breton, avec une plénière d'ouverture notamment hier, qui parlait de comment on pouvait réinventer les modèles pour une croissance régénératrice. 30 secondes pour me présenter. Donc, Karen Goulard, je suis responsable RSE pour le groupe Eureden. Donc Eureden, c'est un groupe agroalimentaire coopératif breton qui compte 18 500 agriculteurs adhérents de la coopérative, donc coopérateurs, 8 500 collaborateurs, et puis avec des marques fortes telles que les légumes d'Aussy, paysans bretons, les œufs Cocotine et un réseau de magasins agricoles ou de jardinerie sous enseigne Eureden, magasins verts ou points verts, et puis plus récemment des enseignes Le Récolteur, donc enseigne de distribution en circuit court. La RSE chez Eureden s'articule autour de 3 axes. Donc nous avons identifié un certain nombre de domaines d'action en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc nous avons identifié 3 axes prioritaires que sont les femmes et les hommes. Donc quand on parle des femmes et les hommes, ce sont à la fois les agriculteurs et les collaborateurs du groupe, les territoires sur lesquels nous sommes implantés, et puis la sobriété. À mes côtés, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir 3 experts qui vont nous parler de la façon dont ils ont fait ou dont ils font évoluer leur business model pour répondre aux enjeux sociaux, aux enjeux environnementaux, pour permettre la durabilité de leur activité, voire de tout un secteur d'activité. Donc, Margot Mauguin, responsable ressources humaines de la conserverie d'Aussy au Fawet, donc dans le Morbihan. C'est un site du groupe Eureden qui assure la production et le conditionnement de légumes en conserve et en bocal, qui compte 315 collaborateurs en équivalent temps plein et 225 permanents. Margot y reviendra justement un petit peu plus tard. Céline Prunière, responsable communication, études et innovation pour la MSA Service, donc au sein de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne, donc, qui regroupe les départements du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. Et Paul-Gilles Chedaleux, agriculteur en production végétale, adhérent Eureden, qui a choisi en 2018 d'arrêter l'élevage laitier pour développer un projet d'économie circulaire autour de la coquille d'œuf. Donc, avec son épouse, Florence, qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, il a fondé la société Thermologique. Paul-Gilles est également adhérent d'une unité de méthanisation donc sur sa commune. Et son exploitation compte aujourd'hui 5 personnes en équivalent temps plein. Et il fait intervenir également des personnes d'un ESAT, notamment l'hiver. Il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Avant de vous laisser la parole, je vais poser un petit peu le contexte de ce lab et vous parler de la RSE. Donc la RSE, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise en compte dans son business model des enjeux du développement durable. La RSE transforme les entreprises et passe par le développement de nouveaux modèles pour renforcer la performance à la fois économique, sociale et environnementale. Et la croissance ne sera régénératrice, et c'est bien le thème de ces deux jours au Forum économique breton, la croissance ne sera régénératrice qu'à la seule condition d'intégrer ces 3 conditions du développement durable. Ces 3 dimensions du développement durable. La RSE, levier de différenciation, donc c'est la thématique de ce lab. Donc la RSE est un levier de différenciation auprès des clients, tout d'abord. Aujourd'hui, de plus en plus, les clients intègrent les dimensions sociales et environnementales dans leurs appels d'offres. Un levier de différenciation également auprès des talents. Et quand je parle de talents,
Je parle aussi bien des collaborateurs que l'on souhaite recruter que des collaborateurs qui sont également en place et qu'il faut aujourd'hui fidéliser. Et puis un levier de différenciation également auprès des investisseurs qui aujourd'hui sont amenés à flécher, les investisseurs et les banquiers qui sont amenés aujourd'hui à flécher leurs investissements grâce à un système de notation des entreprises ou en tout cas de comparaison des entreprises entre elles grâce à des questionnaires ESG. Et demain, en 2025, ça va se renforcer avec la CSRD. Donc la CSRD, c'est une directive européenne qui va imposer aux entreprises de plus de 250 collaborateurs et 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires d'être transparent sur un certain nombre de critères. Et c'est un vrai changement parce qu'aujourd'hui, déjà les seuils, c'est 500 collaborateurs et c'est 100 millions de chiffre d'affaires. Et surtout, les entreprises sont complètement libres de publier les indicateurs qu'elles souhaitent. Donc autant vous dire que c'est complètement impossible aujourd'hui si l'on veut comparer deux entreprises entre elles au regard de ces indicateurs extra-financiers. Donc demain, ça sera complètement différent. La CSRD se veut avant tout un outil de communication, puisqu'on va communiquer les éléments sur une plateforme qui va être accessible en ligne et qui permettra à chacun de pouvoir comparer finalement les entreprises européennes entre elles. Mais finalement, cet outil de communication, il devient un outil qui pousse les entreprises à agir, puisqu'à partir du moment où chacun va pouvoir finalement voir quelle est l'entreprise la mieux disante, peut-être par rapport à ses propres critères, il va faire sa sélection. Donc c'est important de voir ça plutôt comme une façon de pousser les entreprises à agir plus qu'un outil de communication comme c'est présenté. Et c'est très bien parce que même si effectivement ça va nécessiter des organisations fortes en interne, encore plus dans les petites structures, c'est vrai que dans les grands groupes, on publie déjà une DPEF depuis un certain nombre d'années, donc une déclaration de performance extra-financière, ce qui n'est pas le cas des petites structures. Donc demain, beaucoup plus d'entreprises vont être impactées. Et effectivement, même si ça va nécessiter une organisation, la mise en place de process, des systèmes d'information performants et puis des ressources humaines également pour aller récupérer cette donnée, il faut voir la CSRD non pas comme un enjeu de reporting, mais plutôt comme véritable opportunité de transformation. Et il faut s'en saisir dans ce sens pour aligner les enjeux financiers et extra-financiers et finalement les enjeux de durabilité. La RSE, levier de performance. Donc ça, c'est le deuxième axe. Effectivement, par exemple, quand on réduit sa consommation d'énergie, effectivement, ça va permettre de faire des économies en euros. Quand on veille au bien-être, à la sécurité de ses collaborateurs, ça va permettre de réduire les arrêts de travail, par exemple. Quand on investit dans le développement des compétences, dans la mobilité interne, ça réduit aussi le turnover. Bref, chez Eureden, nous travaillons sur tous ces sujets depuis la naissance du groupe en 2020. Et nous avons d'ailleurs commencé par souscrire un Sustainability Linked Loan. Donc c'est un financement indexé sur des critères RSE autour de l'énergie, la réduction des intrants chimiques et puis la baisse également des accidents du travail. Donc c'est une démarche volontaire mais qui a permis véritablement de poser l'ambition RSE du groupe Eureden. Autre enjeu très fort pour nous, celui du renouvellement des générations. Pour celles et ceux qui étaient là hier, on en a parlé dans certaines conférences. D'ici, entre 2020 et 2030, on a près de 50% des agriculteurs qui seront partis à la retraite. 50%. Donc c'est un enjeu essentiel forcément pour la coopérative Eureden, pour pouvoir continuer à produire. Mais c'est un enjeu aussi essentiel finalement pour la France, et peut-être même plus pour l'Europe, parce que sans agriculteurs, pas d'alimentation. Donc il en va de la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Au-delà de l'accompagnement à l'installation que l'on peut faire auprès des jeunes agriculteurs, notamment, on travaille beaucoup avec les cédants, mais aussi avec les repreneurs. C'est important de pouvoir les accompagner. Au-delà de ça, nous travaillons beaucoup étroitement avec les lycées, les établissements agricoles, pour montrer ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, pour montrer à la fois une agriculture qui est hyper connectée, hyper technologique, mais également très à l'écoute du vivant, avec des notions comme l'agronomie, l'agroécologie. Et pour en parler aujourd'hui, normalement, nous aurions dû avoir Philippe Pinault, le directeur du lycée agricole de Dole de Bretagne, qui malheureusement, suite à un événement familial, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et il devait nous parler de la façon dont les lycées agricoles opèrent aujourd'hui leur transition pour répondre à ces enjeux sociétaux. Parce qu'effectivement, il y a un véritable mouvement aussi
dans ces établissements pour faire en sorte de mettre en adéquation finalement la formation avec les réels besoins et avec les attentes sociétales, et aussi pour attirer les futurs agriculteurs ou acteurs de l'agriculture. Voilà pour le contexte. Maintenant, je vous propose de passer la parole à nos intervenants. Donc, nous avons choisi de vous présenter 2 initiatives qui s'inscrivent dans la réponse aux enjeux de transition environnementale et sociale. Et parce que les enjeux propres à l'agroalimentaire, que sont la souveraineté, la préservation des ressources et les ressources humaines, sont des enjeux collectifs, ces projets, vous le verrez, sont menés collectivement et mettent en collaboration plusieurs acteurs du territoire. Avant de vous laisser la parole, et je vous l'avais annoncé en préambule, on va passer à la première question klaxoon que vous voyez affichée derrière nous. Je vous invite à vous connecter. Et la question, combien de personnes en Bretagne travaillent dans les secteurs agricoles et agroalimentaires ? Je vous laisse encore quelques secondes pour les derniers. Donc il y avait 3 propositions, 72 000, 103 000 et 127 000. Il y a encore quelques réponses qui arrivent. Et effectivement, on voit ce qui se détache, 127 000, et c'est la bonne réponse. Parce que, selon les données de Pôle emploi Bretagne en décembre 2022, on avait 72 000 salariés dans l'industrie agroalimentaire et, selon le recensement agricole de 2020, 55 200 agriculteurs. Donc ça a forcément baissé un petit peu depuis, parce que le nombre d'agriculteurs ayant cessé leur activité a progressé, mais on arrive à 127 000 salariés, ce qui fait à peu près 13% des salariés de Bretagne. Deuxième question, et qui va être en préambule de l'intervention de Margot et Céline. Début 2023, quel était le nombre d'emplois à pourvoir dans l'agroalimentaire en Bretagne ? Idem, vous avez 3 propositions. Vous êtes très fort parce que vous avez à nouveau la bonne réponse. Donc, effectivement, selon l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire, en mars 2023, on estimait entre 2000 et 3000 le nombre de postes à pourvoir dans l'agroalimentaire en Bretagne. Et ça va justement être le sujet de l'intervention de Céline et Margot. Problème d'attractivité dans l'industrie, agroalimentaire, mais pas que, finalement, dans l'ensemble de l'industrie. Difficulté de recrutement et de se doter des compétences nécessaires. Donc face aux problématiques de recrutement dans l'agroalimentaire, quelle solution est-ce que vous avez imaginé ? Margot, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Nous, Société Dossi Le Fawet, on fait partie de la branche Eureden Long Life, qui est la branche d'activité du groupe Eureden qui produit des légumes à pertiser, donc des légumes en conserve ou en bocaux. Et sur l'ensemble de nos sites, nous avons une problématique de recrutement qui est particulièrement marquée en saison estivale, puisque nous recrutons chaque année entre 130 et 150 saisonniers sur chacun de nos sites, voire parfois plus en fonction des récoltes de légumes. Ce pic de recrutement est directement lié à notre pic d'activité, puisque nous mettons en boîte et en bocaux les légumes tout juste récoltés. Donc on s'adapte à la saisonnalité. Et forcément, notre besoin en recrutement est beaucoup plus marqué l'été. Parmi les postes de saisonniers que nous avions du mal à pourvoir sur le site, notamment du Fawet, il y avait le poste clé de cariste. Chaque année, on avait des postes non pourvus. Et donc, on s'est posé la question, comment faire, tout simplement, pour aller les trouver. Et c'est là qu'est venu le projet avec la MSA Service, avec qui on n'avait jusqu'alors jamais travaillé. Et donc, on a imaginé un projet spécifique sur ce métier de cariste.
Céline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, commencer sur ce qui a motivé la MSA Service? Et d'ailleurs, je crois que c'est vous qui êtes allé à la rencontre de Reden. Oui, effectivement. Bonjour. Donc, effectivement, ce qui a motivé la MSA Service, c'était de faire connaître ce qu'était l'insertion par l'activité économique. Du coup, donc ça, c'était la première motivation, et de faire émerger de manière plus large une société plus inclusive sur le Morbihan. Pour cela, nous avons souhaité rencontrer les acteurs de l'agroalimentaire pour leur faire connaître le monde de l'insertion professionnelle. Le secteur de l'agroalimentaire a un enjeu de recrutement qui fort. Hein, on a pu le voir dans les questions qui ont été posées au préalable. Et pour ça, donc nous sommes allés les rencontrer pour savoir si il y avait moyen de répondre à leurs besoins. Comme la MSA Service œuvre dans le champ de l'activité économique, nous avons décidé d'approcher donc Eureden, qui est donc un gros acteur dans le domaine. Après plusieurs mois d'échanges, de brainstorm, de rencontres avec différentes équipes, donc côté RH, marketing, RSE, logistique, nous avons identifié un projet commun qui pouvait répondre à une problématique RH. Et donc est née la mise en place d'un parcours de formation cariste qui répondait à plusieurs objectifs: proposer une formation qualifiante, créer un emploi sur un métier en tension, et mettre en place une démarche sociale qui favorise l'employabilité d'une personne qui s'est éloignée de l'emploi. Voilà en gros. Et Margot, une structure telle que la MSA Service, finalement, ce n'était pas le type de structure que vous aviez pu identifier comme un partenaire potentiel, soit pour l'insertion, la formation ou le recrutement? Alors pas du tout, en fait, nous on a l'habitude de travailler avec des acteurs du recrutement tels que les agences d'intérim, les cabinets de recrutement, etc. On travaille avec la MSA puisqu'on dépend de la MSA en termes de régime social, donc tout ce qui est médecine du travail, etc. Mais en termes de recrutement, c'était pas un acteur que l'on avait identifié au départ. Et c'est vrai que c'est par le biais de la MSA que le projet est né finalement. Et concrètement, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Qu'est-ce que finalement chacun a pu apporter à l'autre? Alors concrètement, dès que le projet a été acté, on a fait un travail de co-construction du début à la fin du projet, c'est-à-dire que toutes les étapes ont été faites en commun, que ce soit sur le parcours de formation, donc l'identification des modules de formation, le choix des stagiaires qui devenaient par la suite nos salariés, et puis l'intégration sur site. Finalement, tout s'est fait en collaboration. On a eu une première saison en 2022 où on avait ouvert 4 places. Et puis, face à ce premier succès, on a édité une nouvelle saison cette année, donc en 2023, où on avait identifié donc 6 personnes, et 5 sont toujours en poste à l'heure actuelle. Concrètement, donc, nous, ce qu'on a pu apporter au niveau de notre site, c'est la mise à disposition tout d'abord de nos salles de formation. Donc ça évitait tout simplement des coûts supplémentaires de location de salles, etc. On avait des salles à disposition et ça permettait aux stagiaires déjà d'avoir un premier pied dans l'entreprise. On a également mis à disposition le matériel qui était nécessaire à la formation. Et puis on a signé... fonctionne plus. Si, c'est bon. On a signé un contrat spécifique qui est un contrat STIPI, donc le contrat d'insertion professionnelle intérimaire, qui s'est suivi d'un contrat saisonnier et qui se suit de contrats saisonniers avec les stagiaires qui valident cette formation. Et donc ce contrat fait l'ensemble de nos différentes saisons de légumes. Je rajoute également que pour nous, ce n'est pas seulement un projet RH. On a souhaité, dès le démarrage du projet, intégrer le manager du service concerné, donc en l'occurrence la personne qui encadre tous nos caristes pendant la saison. Et c'est vrai que pour lui, c'était une nouveauté de participer du début à la fin à un projet de formation, d'intégration et puis de suivi au quotidien de ses équipes. Merci Margot. Et Céline, de ton côté, qu'est-ce que la MSA Service a apporté? Je pense qu'on pourrait résumer en disant qu'on a capitalisé sur nos complémentarités, nos expertises. Chacun a apporté, a développé une solution inclusive et innovante. Nous, côté MSA Service, nous sommes appuyés sur les structures que nous avons en interne, notamment Laser Emploi, qui est une ETTI, une entreprise de travail temporaire d'insertion,
et Atout Formation, qui est un organisme de formation, pour co-construire le projet avec Eureden. Pour le restant de la formation, on s'est appuyé, on a mobilisé tout notre écosystème de partenaires en termes de recrutement, pour recruter les stagiaires, les formateurs. Il y a plus de 80 heures de formation qui ont été mises en place, qui incluent le CACES et des modules propres. On s'est adapté aux besoins aussi d'Aussi le Fawet en mettant en place des modules comme l'hygiène alimentaire, les gestes et postures, premiers secours et savoir-être en entreprise et sensibilisation numérique. Et qu'est-ce que ce projet a pu apporter au territoire breton, mais peut-être plus spécifiquement au territoire Roy-Morvan Communauté ? Alors en fait, cette formation, on l'a voulu avec une certification à la fin, puisqu'en fait, pour conduire des chariots en entreprise, on a plusieurs possibilités. On peut former en interne en disposant et en délivrant une autorisation de conduite interne, mais qui n'est pas valide à l'externe dans d'autres sociétés. On a choisi l'option du CACES, qui est une formation reconnue avec une certification finale, qui permet finalement de garantir l'employabilité des personnes par la suite lorsque l'on n'a plus de travail à leur proposer, puisque nous, comme on le disait, notre activité étant saisonnière, on n'a pas du travail toute l'année pour l'ensemble de ces caristes. Et puis au-delà du CACES, c'est vrai que certaines personnes peuvent passer un CACES via des organismes tout à fait classiques, des organismes de formation. Mais ce qui est souvent compliqué pour eux, c'est d'obtenir cette première expérience professionnelle qui finalement valide la compétence de cariste. Donc nous, on a choisi avec les équipes de la MSA Service de finalement avoir une certification plus une première expérience professionnelle qui leur permet derrière d'obtenir plus facilement d'autres missions, d'autres travails par la suite. Et également, donc, le fait qu'on les libère sur une période de l'année leur permet d'aller trouver un travail ailleurs. Certains d'entre eux ont fait le choix de trouver des missions pendant notre saison basse et de revenir par la suite en saison 2, puisqu'on a on a même 2 personnes qui sont revenues sur cette deuxième saison et qui avaient validé le CACES l'année passée. Céline, sur ce choix de privilégier le CACES plutôt qu'une formation interne finalement ? Je tiens à souligner que Eureden a vraiment joué le jeu et c'est ce qui est intéressant pour les personnes, mais aussi pour le territoire, parce qu'effectivement, il y avait une prise de risque, former quelqu'un en lui offrant la possibilité d'avoir un CACES, une expérience et le laisser partir ailleurs. Il y a un risque, il y a un enjeu, mais on voit bien que les personnes sont revenues sur la saison 2 et je tiens à le souligner parce que c'était pas gagné au départ. Et est-ce que ce projet vous a ouvert d'autres portes ? Et là, je m'adresse à Margot, notamment en termes peut-être de facilité. Est-ce que ça a facilité les recrutements ou les contacts, en tout cas, avec des organismes de recrutement ? Alors effectivement, ce partenariat avec la MSA Service, déjà d'une part, nous a permis de connaître les missions des organismes rattachés à la MSA Service, en l'occurrence Laser Emploi, Atout Formation pour l'organisme de formation, et puis tout un réseau de partenaires de l'emploi avec qui on travaillait, mais parfois de façon plus ponctuelle, en l'occurrence les services de Pôle emploi ou de la mission locale, où on a des acteurs locaux qui sont présents. Et ce projet-là a permis finalement de mobiliser différents acteurs que l'on a pu rencontrer dans ce cadre-là, ou re-rencontrer, et qui nous permettent aujourd'hui de maintenir des relations sur d'autres thématiques. Et puis aussi la partie communication. C'est vrai que ce projet a permis de communiquer, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, sur l'entreprise, sur le groupe, sur nos problématiques de recrutement. Ça a été également une façon de pouvoir faire parler de nous. Pour MSA Service, oui, je pense que l'opportunité aussi, pour Aussi le Fawet en tout cas, est désormais perçu sur leur territoire comme un acteur qui peut faire bouger les choses sous l'angle insertion. Ils ont été repérés en tout cas en tant que tels. Et puis pour MSA Service, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent puisqu'on réfléchit ensemble avec Eureden, à l'intérieur d'Eureden, sur d'autres métiers, à essaimer ce parcours, voire avec d'autres usines dans l'agroalimentaire. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. Merci Céline, Margot. Je vous propose de passer
à la deuxième séquence où on va parler de valorisation des déchets, notamment de valorisation des coquilles d'œufs. Et comme tout à l'heure, avant de commencer, on va passer à une petite question klaxoon. En France, quel est le volume de coproduits, ou en tout cas déchets, déchets organiques issus de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Et pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, je vous invite à scanner le QR code si vous souhaitez participer. Et la question va se réafficher derrière. Je vois que ça évolue encore un peu. Donc 7 millions de tonnes, 12 millions de tonnes ou 18 millions de tonnes. On a deux égalités, 12 millions et 18 millions. Et c'est 12 millions de tonnes de matière sèche. Donc les principaux secteurs qui génèrent 85% des coproduits, c'est l'industrie de la viande, la pêche, l'aquaculture, les boissons, l'industrie laitière, la filière végétale, etc. Je vais maintenant laisser la parole à Paul Gilles qui a plein de choses à nous raconter sur la valorisation des coquilles d'œufs. Parce que chez Eureden, comme partout ailleurs, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et donc, nous avons, après avoir préparé nos omelettes dans nos usines, nous avons des coquilles. Et donc, Paul Gilles, je te laisse nous parler de ce beau projet. Bonjour, donc Paul Gilles Chedaleux, agriculteur à Lisieux, une petite commune entre Pleuhermel et Vannes, agriculteur avec mon épouse, installé depuis 30 ans. Voilà, alors comment on est venu à penser à la valorisation de ces coquilles? On est juste à côté, notre exploitation est à 12 km de l'usine Cocotine à Pleuhermel, et jusqu'avant les années 2000, on recevait ces déchets de coquilles dans nos champs. Et en fait, nos terres bretonnes sont naturellement acides et il faut un pH le plus proche de 7, 6,5, 7 pour avoir les meilleures récoltes, les meilleures cultures, pour que le sol fonctionne bien. Et ces coquilles apportaient beaucoup de calcium et c'est un substitut à la chaux. La chaux qu'on importe de régions voisines, de Haute-Normandie ou de Charente, au plus près, et qui sont issues de carrières. Donc voilà, jusqu'aux années 2000, on recevait ces coquilles. Et à partir de 2003, la réglementation a interdit de mettre ces coquilles pour des raisons sanitaires. En fait, on peut développer des salmonelles, et puis voilà. Donc, interdiction 2003. Et à l'époque, en discutant avec le directeur de l'usine, je dis c'est dommage, on pourrait essayer de trouver une valorisation autre que de l'enfouissement ou de l'incinération, qui était à l'époque, ben voilà, c'était les issues de ce déchet à l'époque. Et en discutant, voilà, on a essayé de mettre ça en place. Mais le tri des déchets industriels était comme le tri de nos poubelles. On n'en parlait pas trop dans ces années-là. Donc il a fallu se faire entendre un petit peu, aller rencontrer la DDPP, DSV à l'époque, pour vouloir expliquer ce qu'on faisait. Mais de 2003 à 2011, voilà, personne ne voulait nous entendre. C'était un risque et on ne voulait pas avoir de risque sanitaire. Donc l'enfouissement ou l'incinération était bien plus simple. Et les idées ont mûri. Et en 2011, une rencontre avec quelqu'un de la CECAB, à l'époque ex-Eureden, avant que la fusion Triskalia-Eureden, me dit vous aviez un beau projet, ce serait bien de le remettre sur les rails. Moi, j'ai quelques portes qui peuvent t'aider à ouvrir via la DDPP. Donc on a rencontré la DDPP. Et là, un peu plus mûr le projet. OK, on vous accompagne, mais voilà, il faudra ceinture et bretelles pour pouvoir monter ce projet. Donc, pour pouvoir avoir ces autorisations, il a fallu faire une demande d'AMM, autorisation de mise sur marché, comme un produit phyto, parce qu'on cochait aucune case, alors que ce n'est pas un produit dangereux du tout, mais on rentrait dans aucune case. Donc, cette AMM, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, avec des essais sur le terrain, accompagné par la casserie Cocotine pour nous soutenir moralement et puis techniquement.
Et donc de 2011 à 2018, ça a été beaucoup d'administratifs, mais aussi mettre en place un process qui n'existait pas pour valoriser ces coquilles. Donc pour valoriser ces coquilles, ce qu'on s'est dit, il faut les hygiéniser, les thermiser, les monter en température et pouvoir séparer la matière organique de la matière minérale. Dans la coquille, quand on épluche un œuf, il y a une petite membrane autour de l'œuf et c'est celle-ci qui peut poser problème. Donc avec un ami ingénieur, on a imaginé une petite usine pour pouvoir se faire et on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc l'énergie, à l'époque, ça aurait été plus simple de choisir du gaz ou du fioul. On a choisi du bois, et que du bois d'opportunité. C'est du bois qui vient d'un rayon de 20 km, qui ne peut pas aller vers l'industrie forestière. C'est simplement du déchet de haies, voilà. On travaille avec des abatteurs locaux qui, eux, ne veulent pas l'envoyer en déchetterie, et on récupère ce bois. Donc voilà, jusqu'en 2018, on a cogité toute notre installation. On a mis en route en 2018, mais là, ça ne s'est pas passé tout à fait comme on le pensait, parce que l'usine qu'on avait imaginée était vraiment un prototype, et 6 mois de galère, un investissement de 800 000 €. Voilà, on avait mis notre foncier, l'exploitation et la maison en garantie pour pouvoir que les banques puissent nous suivre. Et là, pendant 6 mois où c'était un peu compliqué, on a eu le soutien quand même de notre partenaire principal qui était Cocotine, surtout moralement. Et on est parti avec 2000 tonnes. Un seul gisement de chez Cocotine, il y a la casserie et les produits élaborés. Ce sont 2 gisements différents. Et on a mis en route avec 2000 tonnes. Et voilà, c'était parti. Les premiers clients ont donc été des agriculteurs, plutôt des copains. La distribution se fait par Eureden. Et donc c'est plutôt des amis qui ont joué le jeu au départ, parce que c'était un produit qui n'existait pas. Les agriculteurs aiment bien travailler avec des choses sûres, et puis là, c'était un produit un peu atypique. Donc voilà, les 2000 tonnes sont parties la première année, et puis des collègues ont fait des analyses de sol, ont vu que ça fonctionnait, les cultures étaient pas mal. 2018-2020, voilà, on commençait tout doucement à rentrer en routine. On a récupéré le deuxième gisement Cocotine. On est passé à 2500-3000 tonnes. La demande a tout le temps continué, et on est allé rechercher des casseries locales, bretonnes. Donc aujourd'hui, on est à 6000 tonnes de coquilles. L'usine tourne 6 jours sur 7 en 24-24. On est 5 équivalents temps plein. Voilà. La demande en coquilles aujourd'hui est très importante. On refuse, je pense, 2 commandes sur 3. Voilà, donc on reste en local. Les analyses de sol sont très bonnes. Là, on commence à nous commander, à passer commande pour l'été 2024. La distribution se fait toujours via Eureden. Et on a commencé tout doucement à mettre aussi en jardinerie via le réseau Eureden, toujours. Donc on ensache en sac de 15 kilos, et là on fait intervenir un ESAT qui fait ce travail. Et on a commencé aussi à un petit peu valoriser la membrane, parce que pour le moment on n'a pas d'issue complète, et on mélange jusque-là de la membrane avec des fientes de poule qu'on granule et qu'on met aussi en sac de 15 kilos, qui est aussi distribué en jardinerie, pour commencer à trouver une petite valorisation à tout ça. Et quand on parle d'économie circulaire, des fois, il y a des grands schémas pour expliquer l'économie circulaire. Alors, chez nous, c'est tout simple. Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier ? Eh ben, on ne sait toujours pas. Mais donc, la poule pond un œuf. L'œuf, voilà, toute la partie alimentaire va en casserie, va dans le réseau alimentaire. La coquille, on la garde, on la transforme, on la stocke. On peut même aller jusque les pendre en duracine chez les agriculteurs. Cette coquille va améliorer le sol, qui va produire des céréales que la poule va manger, qui va pondre un œuf. Donc c'est tout simple, tout simple. C'est très court. Des fois, il y a des schémas un peu compliqués. Chez nous, c'est tout simple. Merci beaucoup, Paul-Gilles, pour cette première illustration, parce que je crois que depuis, tu as eu plein de nouvelles idées sur quoi faire de cette coquille, pour continuer à développer la coquille d'œuf. Tout à fait. Donc, du coup, depuis 2018, le gisement a augmenté. Le business plan tient, mais il faut toujours aller un peu plus loin, un peu mieux.
Donc pour la coquille, on a commencé à peu près il y a 2-3 ans en R&D, mais c'est très long, on ne connaissait pas en tant qu'agriculteur, on ne voyait pas l'envers du décor. Donc on a commencé il y a 3 ans à trouver des valos sur la coquille. Donc aujourd'hui, c'est parti, on micronise la coquille très finement et on va vers 2 applications. La peinture, en fait dans les peintures il y a une charge calcique qui est le talc souvent, qui vient de loin, l'empreinte carbone n'est pas très bonne. Et voilà, aujourd'hui, on a une matière première qui peut aller en peinture et qui va en peinture. C'est des tout petits, pour le moment, c'est pas des gros débouchés, mais on sent, voilà, on a envoyé une 30aine d'échantillons à plein de fabricants français, et on sent que voilà, ça intéresse. Eux aussi ont besoin de réduire leur empreinte carbone. Donc pour la peinture, c'est parti. Le bioplastique, donc on a une entreprise juste à côté de chez nous, à Elvin, entre Vannes et chez nous, qui fait des bioplastiques, et on a échangé avec eux, et aujourd'hui ils sont capables de faire un bioplastique biosourcé sans produits pétroliers qui contient entre 25 et 30% de coquilles. Là c'est pareil, on a mis du temps, c'est eux qui ont fait les recherches, mais c'est un partenaire local. Aujourd'hui, on commence à avoir des petites commandes. C'est pas des milliers de tonnes, mais voilà, on espère pouvoir trouver des débouchés eux aussi. Et on sent que ça tire tout doucement. Voilà, il va falloir se faire connaître et puis faire connaître le produit. Et la même chose pour la membrane. Donc la membrane, voilà, les granulés avec des fientes, c'est pas mal. Mais si on veut trouver une meilleure valeur ajoutée sur ce produit, la première destination pourrait être la cosmétique. La membrane est très, très riche en acide hyaluronique et en collagène. Donc là, on collabore avec une entreprise internationale plutôt, mais voilà, on sent aussi, mais c'est moins avancé. C'est voilà, que la coquille micronisée, c'est beaucoup moins avancé. Et là, on a répondu à un appel à projet, donc avec une entreprise bretonne, Agui, pour en faire un biostimulant. Voilà, le collagène a la même propriété aussi dans le végétal. Donc on voudrait en faire un biostimulant. On a été retenu à un projet européen birésilient, qu'on a travaillé sur ce projet avec BSB, Bretagne Sentier Biotech, et Valorial. Voilà, donc là on commence tout juste, on va avoir 2 ans là, de projet, et voilà, hier j'ai trouvé les gens de l'INO de Reden, on aura des essais au champ à faire, et Reden sera encore partenaire. Donc voilà ce qu'on a pu faire depuis 5 ans. Merci beaucoup, Paul-Gilles. Vous ne soupçonnez pas tout ce qu'on peut faire avec une coquille d'œuf. On arrive au moment de la conclusion. Donc je vais vous poser la question à chacun d'entre vous en un mot. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges aujourd'hui ? Margot, peut-être, pour commencer. Peut-être changer le micro. Non, peut-être prendre celui de Céline. Excusez-moi. Moi, ce que je retiens, c'est le travail de co-construction et la mutualisation finalement de nos ressources et de nos compétences pour pouvoir arriver à trouver des solutions et des débouchés à chacune de nos problématiques, que ce soit RH ou la partie agricole avec Pierre-Gilles. Céline ? Moi, c'est nous concernant, un beau challenge collectif, voilà, qui a mûri au fur et à mesure et qui aujourd'hui, est une réussite. Et Paul-Gilles, pour conclure en un mot ? En un mot, je suis assez bavard. Une belle aventure. Il y a eu des hauts et des bas dans notre aventure, mais de très très belles rencontres. C'est surtout ce qu'on mettrait en avant, Florence et moi, c'est les très belles rencontres qu'on a eues depuis 5 ans. Merci beaucoup. Avant de terminer, je vous invite vous aussi à vous connecter à une dernière collection Klaxoon. La même question, en un mot, vous, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges de ce matin ? C'est la même code, c'est la même session que tout à l'heure. Je vois qu'il y a déjà des premiers mots qui apparaissent. Nature, avenir, espoir, technologie, innovation. Futur. Lien, confiance, ressources, insoupçonnées.
Innovation aussi qui ressort fortement. Ressources, inspirant, pragmatisme, magique. Merci également. Je vais laisser les mots continuer à s'inscrire sur l'écran et donc je vous remercie à vous d'avoir participé à ce lab. Je remercie également nos 3 intervenants et je pense que vous l'aurez compris, l'objectif de ce lab, c'était vraiment de vous montrer des témoignages qui vous montrent que les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux sont des enjeux collectifs et c'est en travaillant collectivement que nous opérerons les transitions nécessaires. Merci beaucoup.